Bon, alors on va faire une chose ce matin, rapidement. On m'a transmis un certain nombre de questionnaires, de réponses de questionnaires. J'en ai fait une petite analyse. Je vais faire quelques commentaires parce qu'il y a quelques éléments qui sont assez intéressants. Et puis ensuite, on est combien? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. On va faire un groupe, on sera une dizaine de gars d'un côté et puis 8, 9 filles d'un autre côté. Donc les filles avec Dany et puis les gars avec moi. Donc, si on regarde rapidement ce petit questionnaire, j'ai essayé de classer les questions telles qu'elles étaient posées parmi la quinzaine de réponses que j'ai eues et de faire une statistique. C'est-à-dire, il y avait plus de filles que de garçons qui ont répondu, mais bon, en donnant un pourcentage et donc garçons et filles, pour essayer de voir un certain nombre de choses parce que c'est quand même assez intéressant. Donc comment j'ai découvert comment fonctionnent les organes génitaux? On s'aperçoit que les garçons disent par moi-même, les filles disent par moi-même ou à travers d'un cours, ou voire par des lectures. C'est un peu plus... parce que, je dirais, le fonctionnement de l'organe génitaux d'un garçon, c'est beaucoup plus simple que pour une fille. Déjà, la fille, ça se voit moins. Et puis, il y a le cycle menstruel, il y a tout un ensemble de choses qui fonctionnent, même si pour l'homme, si on va chercher un petit peu plus loin, c'est comment se fabrique le sperme, par exemple. C'est des choses qu'on ne sait pas toujours. Qu'est-ce qui fait qu'on passe en érection, pas en érection? Pourquoi le matin, quand on se réveille, on est en érection, puis on se demande qu'est-ce qui se passe, etc. Mais pour la fille, il y a un certain nombre de questions. Il y a le cycle, il y a qu'est-ce qui se passe entre les ovaires, entre toute la mécanique, tout ça. Donc, c'est un peu plus complexe. Et on s'aperçoit souvent qu'il y a même des femmes adultes qui ne savent pas comment fonctionne leur corps. Et il est important pour la femme de le savoir, mais il est important, quand on se marie, pour l'homme de savoir comment fonctionne le corps de sa femme. Et il est important que la femme explique à son mari ou à son fiancé, mais plutôt à son mari, c'est mieux après, parce qu'on parle d'intimité, comment on fonctionne. Et je sais que moi, ma grande joie, alors ça va peut-être vous faire se surprendre, mais une de mes grandes joies quand on s'est marié, c'est de découvrir les règles de ma femme. Ben oui, parce que c'est la vie. Ben oui, c'est de se dire, il y a ce flux sanguin, c'est pas obligatoirement génial, mais parce qu'il y a ce flux, la vie peut être donnée. Et moi, en tant que garçon, ça a été une grande découverte. Alors que j'ai une mère, on savait que, à certains moments, il y avait des serviettes hygiéniques, il y avait des trucs, on n'était pas très enfants. Mais découvrir que je partageais la vie avec quelqu'un qui avait ce flux sanguin tous les 20 et quelques jours, entre les 27 et 30 jours, pour moi, c'était une grande joie. Ça peut être étonnant, quand on est une fille, de se dire, ah tiens. Donc, je pense qu'il est important de partager, quand on est une femme, ceci avec son mari, parce que ça va faire partie de la vie pendant 30 ans, 40 ans, ça dépend quand est-ce que la femme sera ménopausée. En tous les cas, il est important de découvrir le fonctionnement de son corps et de bien le comprendre. De bien comprendre pour les filles, entre autres, et donc de bien comprendre pour le mari aussi, quand est-ce qu'on est féconde. Quand est-ce que le corps est prêt à donner la vie? Parce que selon la contraception qu'on décidera, ça permettra de savoir quand est-ce qu'on pourra faire l'amour ou pas. D'autres femmes sont plus ou moins perturbées dans leur comportement émotionnel par leurs règles. D'autres, ça ne change rien. Qu'elles les ont pas, elles sont d'une humeur stable. Et puis, il y a certaines femmes, c'est pas la même chose. Et il faut le savoir. Parce que si on ne le sait pas, on dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à ma chérie? Elle est innommable, elle n'est pas sympa, elle m'aime plus. Ben non, c'est que son corps fait qu'il se passe des choses. Donc ça, c'est très très important. Alors, on a parlé d'organes génitaux, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment tout le fonctionnement de son corps au niveau de cette génitalité. Je ne parle pas de cette sexualité.
Mes parents m'ont expliqué ce qu'est l'amour et la sexualité. Apparemment, les filles, ça cause plus avec les parents que les mecs. Hein. Et peut-être plus les filles, plus avec maman qu'avec papa d'ailleurs. C'est compliqué de parler de ça avec ses parents. Moi, je me rappelle quand j'avais 15 ans, mon père m'a dit « Tiens, voilà un bouquin ». Et je me rappelle, il y avait le père d'un copain qui, un jour, j'entendais discuter avec mon père en disant « Comment tu as expliqué à ton fils, à tes deux fils, ce que c'est que la sexualité, etc. » Et mon père a dit « J'aurais acheté le bouquin, je lui ai donné le bouquin. » Un truc qui est nul à chier, hein, pardonnez-moi l'expression, c'est le jeune homme face à la vie, la jeune fille face à la vie. Hein, le truc basique, mais aujourd'hui, vous liriez ça, vous hurleriez de rire. Bon, c'était ce qui existait il y a 40 et quelques années. Aujourd'hui, il est important d'en parler avec ses parents. Il est important d'en parler à un moment donné. Alors après, les parents ne sont peut-être pas toujours à l'aise. Il peut être important d'en parler avec un animateur, avec quelqu'un que l'on sait qui ne va pas nous raconter n'importe quoi. C'est mieux que d'en parler avec les copains et les copines. Les copains et les copines, c'est bien, mais c'est déjà une information qui a dérivé par rapport à l'information d'origine. Parce que hier, on a posé une question, c'est quoi l'amour ? Peut-être hier soir, non, je ne sais pas, beaucoup n'étaient pas là, mais hier soir, quelqu'un a posé la question, c'est quoi l'amour ? Compliqué, hein, comme aujourd'hui on dit, on fait l'amour. Oui, d'accord, mais c'est quoi faire l'amour ? En France, j'aime mon chien, j'aime ma voiture, j'aime ma femme. Hein, c'est le même mot. Alors, quel niveau je mets ? J'aime les vacances, j'aime les pâtes. Et j'aime faire l'amour. Bon. Donc, on met tout au même niveau par le mot. Donc, c'est très, très compliqué. Qu'est-ce que l'amour ? On en a parlé un peu hier, avant-hier. Je ne vais pas y revenir. C'est important. C'est important aussi, pourquoi pas ? Alors, je sais que ça peut être compliqué, mais de savoir pourquoi vos parents se sont mariés. Pourquoi vos parents se sont séparés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que dans certains cas, les parents, ils sont seuls. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, les parents, des fois, peuvent avoir des difficultés à en parler parce qu'il peut y avoir une souffrance, mais d'un autre côté, ils peuvent expliquer ce qui s'est passé pour nous aider à comprendre et peut-être à ne pas faire les mêmes erreurs. Film pornographique. Alors aujourd'hui, on est entouré de sexe et de pornographie. La pornographie est un des domaines où il y a un argent considérable qui se fait. Et vous avez quantité de personnes aussi qui se donnent en spectacle. Vous savez, aujourd'hui, là, attendez, il est où là ? Vous connaissez tous ça, hein ? Allez, je vais me prendre en photo. Hein ? Selfie. Hein ? C'est ce qu'on appelle du nombrilisme total. Hein ? Nous, on est allé en Espagne la semaine passée. Tous les gens qui sont là, alors avec leurs petites perches, les Asiatiques, les Occidentaux ou autres, je suis devant un bâtiment, donc je ne photographie pas le bâtiment, je me photographie devant le bâtiment. Moi d'abord, mon nombril, ma personne, mon identité, mon ego. Et aujourd'hui, vous avez des personnes qui se photographient dans des actes d'amour, dans des actes pornographiques, et ils se mettent ça sur Internet. Tous ceux qui vont, à un moment donné, se filmer avec leurs copains, et puis, lorsque ça se passe mal, le copain, il balance ça sur Facebook, etc. Et vous avez même eu des suicides derrière. Ne jouez pas avec l'image, faites attention à vous. Et le film porno, on voit, hein, 100% des garçons ont déjà vu, 92% des filles ont déjà vu, donc c'est quasiment tout le monde. J'ai été très surpris qu'une fille dise « ça m'a appris comment on fait l'amour ». En tous les cas, ce n'est pas de l'amour sur la pornographie, c'est clair. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la génitalité, et encore, puisqu'il faut savoir que c'est du cinéma. Et vous savez ce que c'est que le cinéma. Je prends un morceau, une séquence, j'en prends une autre, je monte, je coupe, je redécoupe pour que le résultat soit ce que j'ai envie qu'il soit. Mais ce n'est pas la réalité du... Donc le mec qui, pendant 2 heures,
a une relation sexuelle en permanence avec une femme, ça n'existe pas. C'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Ce qui fait que le gars, pour faire ces 2 heures-là, il y a peut-être eu 7-8 heures ou 2 jours de prise de vue. Et après, on coupe en morceaux, parce que le gars, physiquement, il ne peut pas y arriver. C'est pas possible. La femme, c'est pareil. Au bout d'un moment, au niveau de son vagin, elle va avoir une plaie complète. Elle ne va plus avoir un vagin. Donc, ce n'est pas possible non plus que ça soit comme ça en permanence. Donc, ça n'apprend pas ce que c'est que l'amour. Ça apprend ce que c'est, pardonnez-moi l'expression, la bestialité. Ça apprend ce que c'est que l'irrespect de l'autre. Ça apprend ce que c'est le non-amour et la non-sexualité. Et surtout, on le voit une fois, si on y prend goût, on rentre dans une dépendance totale, dangereuse, qui est destructrice puisqu'elle nous renvoie, cette dépendance vis-à-vis de nous-mêmes, une mauvaise image parce qu'on s'identifie, on n'arrive pas à faire, on voudrait faire, et on a une dépendance d'autodestruction. Donc c'est quelque chose qu'il faut fuir au maximum. Et vous avez des personnes qui en sont totalement dépendantes. Et quand on est marié en plus, c'est destructeur dans le couple, puisque c'est un tiers dans le couple. Et généralement pour l'épouse dit « Mais attends, tu es en train de... qu'est-ce que tu fais avec ces filles-là que tu regardes en permanence ?» Ne répondez jamais, vous savez, ça a dû vous arriver, vous allez sur Internet et autres, et à un moment donné, vous avez une pub qui apparaît avec les meilleures rencontres sur votre village. Ne répondez jamais. De toute façon, c'est totalement faux. C'est entre pornographie et prostitution. Le but, c'est d'estorquer de l'argent et c'est destructeur au niveau de mon identité. Donc, et quand vous prenez un Télérama, quand vous prenez n'importe quel journal, vous avez des pages entières de numéros de téléphone, fait l'amour en direct, machin et tout ça. C'est totalement destructeur. Fuyez ce genre de choses. Et ne vous attardez pas sur ces filles qui sont en position lascive, où on voit leur sein, leur sexe, toujours suggéré, etc. C'est fait pour les hommes, hein, c'est fait pour les mecs. Avant tout. Ces genres de trucs, on passe et on oublie. Il faut vraiment, et c'est très compliqué. Et quand le copain vous dit « T'as vu ce que j'ai vu, machin ou autre », bon, ok, ça ne m'intéresse pas. Toi, ton truc, tu regardes si tu veux, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Fuyez ce genre de truc. J'ai été choqué en le voyant. Bon, que les filles soient plus choquées que les gars, ça ne me surprend pas. En tous les cas, la première fois qu'on le voit, c'est choquant. M'a permis de découvrir ce que la sexualité. Bon, ça permet de découvrir ce qu'on appelle brutalement le coït en langage technique, mais ça ne permet pas de découvrir la sexualité par rapport à ce qu'on a dit, puisqu'on n'a pas cette globalité d'amour. On est uniquement dans ce rapport sexuel d'un pénis et d'un vagin, voire d'un anus quand on est en pénétration anale, etc. Et ce n'est rien de la vraie vie. Donc à fuir totalement. Et ça n'apprend rien du tout. Ça n'apprend absolument rien. Question là-dessus? Oui. Peut-être pas une question, mais peut-être une petite remarque. Par rapport à la pornographie, de ce qu'on voit. On pense que c'est du référentiel. Et le risque, c'est toujours de vouloir le reproduire dans le mariage. Et là, on risque d'être choqué, d'être frustré, parce que ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Et puis, dans la vie de couple, on est deux. Et étant deux, il y a un dialogue, il y a une écoute. Bon, ce n'est pas toujours facile. Dans la pornographie, on est deux, mais ce sont des acteurs, c'est du film, ce n'est pas de la réalité. Même les films, même sans parler de pornographie, hein. Vous prenez n'importe quel film ou autre, où aujourd'hui il y a une histoire d'amour ou quoi que ce soit, c'est totalement faux ce qu'on voit. Même dans la rencontre amoureuse, c'est faux. C'est toujours basé sur la passion, c'est toujours basé sur l'instantané, le temps n'existe pas. Alors des fois ça se passe comme ça, ou on essaie que ça se passe comme ça, mais ce n'est pas comme ça qu'on construit un couple. On va construire une aventure sur une durée donnée, puis ça va s'arrêter là. Oui ?
Oui, Gabi. Je voulais mettre une mise en garde parce que maintenant, les excuses... J'ai fait un BTS il n'y a pas longtemps. Donc, j'étais avec des jeunes et le sujet, un des sujets en français, c'était aussi la pornographie. Et actuellement, sur Internet, ce qu'on trouve souvent, c'est en fait, c'est des personnes... c'est n'importe qui se filme et qui s'exhibe sur Internet. Et ils disent, non, c'est vrai, c'est pas des acteurs, eux. Donc c'est la réalité. Et c'est un piège parce que c'est aussi surjoué. Enfin, tout est poussé à la consommation. Tout est poussé à... Ouais, on va faire... parce que maintenant, c'est plus trop des acteurs et c'est beaucoup de... Voilà, des gens, n'importe qui. Et pour finir, c'est pas non plus la réalité au final. Parce qu'eux, ils reproduisent que ce qu'ils ont vu. Et alors, sait pas, derrière, il y a de l'argent. Derrière, il y a de l'argent parce qu'ils sont plus ou moins payés. S'il n'y a pas d'argent, il y a le nombrilisme. C'est le phénomène du selfie qui est ramené sur le côté physique, sexualité. Puis il faut se poser la question. Qu'est-ce qui fait que moi, un gars ou moi, une fille, je me filme dans une parodie ou dans un moment d'intimité sexuelle et que je balance ça sur Internet devant tout le monde? Pourquoi je le fais? Quel est mon besoin? Quelle est ma souffrance qui m'engage à faire ça? Et deuxièmement... Autant plus autodestructeur en fait, parce que tout le monde, du coup, tous les jeunes sont poussés à on fait pareil en fait. Ben oui, les autres ils le font. Tout se banalise. Ça se banalise, c'est hyper dangereux. Et après, la question qu'il faut se poser, c'est je le vois une fois, je tombe incidemment, ma curiosité, pourquoi pas? Mais pourquoi j'ai envie de le revoir une deuxième fois? Pourquoi j'ai envie de le revoir une troisième fois? Quelle est ma souffrance? Quelle est mon envie? Quel est mon désir? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que, on parle comme ça, on se dit, ok, c'est facile de dire, il ne faut pas le faire ou autre, mais c'est très, très attirant parce que ça éveille, ça développe en nous donc ce côté sexualité qui est très, très fort. Et ça nous emmène dans des chemins qui sont difficiles et dangereux. À mon avis, alors après, il y avait différentes questions à mon avis. L'amour est un sentiment. Ben non, l'amour n'est pas un sentiment. Ça, c'est ce qu'on croit tous. Il y a du sentiment dans l'amour, mais l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une décision. Tout autour de nous nous fait penser que l'amour est un sentiment. Tout nous dit que l'amour, c'est le plus beau sentiment. Non, il y a du sentiment dans l'amour, il y a de l'affection dans l'amour, mais avant tout, l'amour, c'est une décision, c'est un choix. Je décide de t'aimer, pas instantanément tout de suite, mais tout le temps. Je décide de rentrer dans cette démarche. Et quand on prend la relation avec Jésus, c'est pareil. Je décide de rentrer dans cette relation avec Jésus, cette relation d'amour, de partage, etc. Le sentiment se raccroche dessus, mais ce n'est pas la base. À mon avis, il n'y a pas de différence entre être amoureux et aimer. Bon, c'était un piège cette question parce qu'elle est un peu compliquée. Mais j'ai l'impression que les filles l'ont mieux compris. Et c'est là où on voit la différence de compréhension et de psychologie d'une fille et d'un garçon. Le garçon, il dit, pour moi, il n'y a pas de différence. La fille, elle dit, si, il y a une différence. Et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hier. Si on le reprend au niveau de la sexualité, la femme a besoin d'être bien pour avoir une sexualité épanouie. L'homme a besoin d'une sexualité pour être épanoui. C'est notre différence de voir les choses. Entre être amoureux et aimer, c'est comme si les filles qui avaient répondu à ça disaient « être amoureux, je sens que c'est l'instant présent, c'est le futile, c'est ce que je vis dans le présent, alors qu'aimer, c'est tout un processus dans le temps, dans le futur, dans la globalité. » Donc, là-dessus, ça ne veut pas dire que les garçons ont faux et les filles ont raison. Ça ne traduit simplement le fait que notre manière de voir les choses entre garçons et filles est différente. Et ça traduit la difficulté qu'il y aura dans la construction d'un couple. Moi, je pense que c'est pas... Enfin,
pour les garçons, je parle pour les garçons, c'est pas que c'est pareil. C'est que tu as besoin d'être amoureux pour aimer. Et quand tu continues, c'est un choix d'aimer. Mais il faut qu'il y ait des moments amoureux pendant ce choix pour continuer. Et c'est peut-être là qu'il y a eu l'amalgame. Mais tout à fait. C'est clair que on n'est pas du type à se dire tiens, je croise telle fille et je décide de l'aimer. Ça peut très mal se passer. Je vais vous donner un exemple. Exemple vécu il y a 36 ans. Nous étions donc au Cameroun. Et au Cameroun, il y avait, parmi les professeurs dans l'école où on était, un professeur de théologie qui était indien d'origine, mais français de nationalité, puisqu'il était né à Pondichéry. Docteur en théologie qui lisait couramment le grec, l'hébreu dans le texte, comme il lisait le français ou l'anglais. Et il était donc marié à une indienne. Il ne parlait pas du tout la même langue, donc il ne s'exprimait qu'en anglais, parce qu'elle, elle parlait sa langue d'origine et l'anglais, et lui, le français et l'anglais. Ils avaient un enfant qu'ils avaient eu tardivement, et il nous racontait comment il avait rencontré son épouse. Alors ça va vous faire frémir les mecs et les filles. Quand il a eu 30 ans, il s'est adressé à sa maman et il a dit « Maman, trouve-moi une femme ». Alors qu'il était docteur en théologie, donc instruit, etc. « Trouve-moi une femme ». Et il nous a dit, j'ai demandé ça à ma mère parce que ma mère est la femme qui me connaissait le mieux. Et elle savait ce qui serait bon pour moi et pas bon pour moi. Et ensuite, sa mère est allée trouver une jeune fille. Elle a cherché dans le milieu adventiste, dans différents endroits. Et un jour, elle est venue avec une jeune fille. Et il nous a simplement dit, je l'ai vue et je l'ai aimée. Oui, et ça, c'est des années 80. Nous, moi, ça me paraît compliqué. Mais d'un autre côté, quand vous considérez les populations ou les cultures où l'amour, c'est les parents qui choisissent pour les enfants, et les cultures, les nôtres, où on se marie par amour, où est-ce qu'il y a le plus de désastres? Où est-ce qu'il y a le plus de catastrophes? Eh bien, chez nous. Parce que chez nous, on s'accroche aux sentiments. Tu es belle, ma chérie, tu me plais. Mais quelques années après, tu es une casserole, tu m'agaces. Alors que dans d'autres cultures, je le penserais peut-être, mais je sais que je dois rentrer. Alors, soyons pas angéliques, des fois ça se passe mal aussi, mais que je rentre dans cette démarche et autre. Et c'est la différence qu'il y a entre l'amour et être amoureux. Oui, nous avons besoin d'être amoureux. À certains moments, on est plus ou moins amoureux de sa femme dans le temps. Mais on l'aime toujours, même si l'amour est plus ou moins intense. Mais on est dans cette démarche, je t'aime, même si je vibre un petit peu moins aujourd'hui ou je vibre un petit peu plus demain, mais malgré tout, je t'aime. Alors, c'était pour rejoindre ce que vous venez de dire. En fait, à mon avis, être amoureux, c'est figé dans le temps. Enfin, c'est dans le temps, quoi. C'est un instant. Le temps, oui, c'est le temps de la première rencontre, le temps de se voir, de s'apprécier. Mais après, quand on découvre, c'est comme quand on se marie, quoi. La première année, c'est le moment où on se jauge l'un l'autre et puis se dire, bon, voilà, il faut qu'on compose. Néanmoins, bien qu'on soit amoureux. Oui, tout à fait. Néanmoins, si je reprends notre histoire à tous les deux, quand on vous a dit vendredi soir où on a passé presque un tiers de notre vie séparée actuellement, de par les activités professionnelles, on a mis en œuvre une stratégie pour mettre ce qu'on appelle nos week-ends amoureux, c'est notre solution à nous. Et si on les a appelés week-ends amoureux, c'est pas pour rien, c'est pour que régulièrement on se retrouve et on réactive la flamme, non pas de notre amour de fond, mais d'être amoureux. Et des fois, on passe des week-ends comme des amoureux qui viennent de se rencontrer, même après 36 ans de mariage, n'est-ce pas, ma chérie? Des moments de qualité, des moments où ce côté amoureux, un peu comme des gamins, on le retrouve et on a besoin de réalimenter cette flamme. Donc, être amoureux, c'est dans l'instant précis, s'aimer, c'est dans la durée. À mon avis, il est important d'avoir des relations sexuelles jeunes pour ne pas se tromper de conjoint. Bien. Alors les filles ont toutes dit non. Il y a un tiers des garçons qui a dit oui.
D'autres ont dit il est bien de vivre ensemble avant de se marier pour mieux se connaître. Là, c'est à peu près la même proportion. Bon, je pense qu'on en a longuement parlé ce week-end. C'est pas vrai. On le pense. Le problème, ce à quoi il faut vraiment penser, c'est que si je vis d'abord ensemble pour ne pas me tromper dans la durée, ça veut dire qu'à certains moments, j'accepte la séparation et qu'on arrête l'histoire. Et quand on va arrêter l'histoire, c'est exactement la même chose qu'un divorce. Sauf qu'on ne passe pas devant monsieur le juge ou autre. Mais émotionnellement, c'est la même chose. C'est la même déchirure, c'est la même souffrance. Et c'est ça que notre monde aujourd'hui escamote, c'est que même si je passe, allez, je rencontre une femme, on est heureux, on passe 3 semaines ensemble et on se sépare, au bout des 3 semaines, il y a une souffrance. Et la souffrance, elle laisse des marques et elle blesse à vie. Et elle va poser problème pour la seconde rencontre, pour la rencontre d'après, etc. Donc c'est là où il faut vraiment avoir à l'esprit que toute rencontre, toute vie partagée sur une durée donnée donne une souffrance quand il y a séparation. Et tout acte sexuel, même consenti sur une durée courte, donnée, ponctuelle, va créer une blessure. On a tendance à dire, Dany et moi, que quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, on abandonne quelque chose à l'autre, qu'on ne retrouvera jamais. Alors quand c'est dans la durée, dans le mariage, on le retrouve parce qu'on est en dialogue permanent avec son conjoint. Quand c'est l'histoire d'une nuit ou de quelques jours, après la séparation, on aura perdu quelque chose, perdu une certaine innocence, perdu une certaine intimité, perdu quelque chose qu'on a laissé à l'autre et qu'on ne retrouvera jamais. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas jouer à ce genre de choses. Dire qu'il y a énormément de jeunes filles qui se retrouvent enceintes et malheureusement elles choisissent d'avorter et après ça a des très graves conséquences et il y en a énormément aussi qui attrapent des maladies, infections sexuellement transmissibles. Donc ce que les jeunes ne savent pas, c'est que pour qu'une jeune fille se retrouve enceinte, il suffit de quelques secondes de contact, même la première fois. Parce qu'ils se disent, bon, on ne l'a pas voulu, donc ça ne se passera pas, c'est juste une fois, etc. Mais si, malheureusement, ça arrive. Vous savez, ces petits trucs-là qui se baladent, là, ils ont une longue queue, là, ça s'appelle des spermatozoïdes. Vous avez certains spermatozoïdes qui sont extrêmement actifs, et des fois, il suffit d'une goutte de sperme, sans même éjaculation, juste une goutte de sperme, en contact avec l'entrée du vagin pour déclencher une grossesse. Parce qu'il suffit qu'on soit au bon moment de la fertilité de la jeune fille. Et plus on est jeune, plus on est fertile. C'est la vie, heureusement. Cette goutte, elle est là, et il suffit que nos spermatozoïdes soient hyper costauds, et ils partent à l'attaque. Le but, c'est de donner la vie, et ils donnent la vie. Alors qu'il y en a d'autres, ils auront beaucoup de mal à donner la vie. On a aussi aujourd'hui de plus en plus de problèmes de fertilité quand on avance dans l'âge. Mais même sans pénétration, on peut tomber enceinte. Ça, il faut le savoir. En fonction de la vigueur de ces spermatozoïdes. Normal de tomber amoureux avant 18 ans ? Ben oui. Il y en a même qui tombent amoureux. Dans l'église qu'on fréquente, il y a 2 jeunes. Ils sont toujours ensemble. Depuis, ça doit faire 5 ans, 4-5 ans qu'ils sont ensemble. Lui, il a 8 ans et elle a 7 ans. Ils sont toujours ensemble. On ne voit pas l'un sans l'autre. On ne voit pas l'autre sans l'un. Ils ne passent pas leur temps à se bécoter, non. C'est pas de leur âge, mais ils sont toujours ensemble. Et l'autre fois, j'entendais une discussion entre les parents. À un moment donné, ils ne s'étaient pas vus pendant, 2 ou 3 semaines. La petite fille a vu une photo du petit garçon qui a été présenté. Elle s'est mise à pleurer parce que son chéri, mais ils sont toujours ensemble.
Et le problème qui va se passer, c'est que le gars, c'est le fils du pasteur. Et bientôt, il va être muté. Et là, la petite fille ne va plus voir son chéri parce qu'il va être je ne sais pas où. Ça va être terrible. Mais ils sont toujours ensemble. C'est une forme d'amour. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont amoureux, mais il y a une relation très particulière entre eux. Et être amoureux, c'est normal de tomber amoureux avant 18 ans. C'est même normal de tomber amoureux quand on est jeune. Après, c'est qu'est-ce que je fais de cette amourette ? Qu'est-ce que je fais de ça ? C'est pas parce que je tombe amoureux que je vais consommer cet amour, loin de là. Souvent changer d'amoureux avant 18 ans, oui, on cherche à certains moments. Alors je ne dis pas que c'est normal et qu'il faut le faire, mais vous en avez certains jusqu'à l'âge de 18, 19, 20 ans, c'est des copines, on est bien entre garçons et filles, on est dans des bonnes relations sexuelles, puis ça s'arrête là. Et puis il y en a d'autres, ils tombent amoureux Alors si on tombe amoureux tous les 15 jours et qu'on change d'amoureux, il faut vraiment se poser une question. Quel est mon manque ? Quel est mon besoin ? C'est souvent un besoin d'affection. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa famille. C'est qu'il y a quelque chose, j'ai une souffrance quelque part. On ne peut pas en permanence changer d'amoureux, d'amoureuse comme ça, toutes les semaines, tous les 3 semaines. Il y a quelque chose qui se passe. Mais avoir une petite histoire amoureuse, passionnelle ou autre, et puis en une autre, c'est naturel. Après, c'est la fréquence. Et aujourd'hui, il est souvent de bon ton de dire je suis en 3e ou autre, j'ai un copain, j'ai une copine, machin. Oui, d'accord. Mais après, jusqu'où va-t-on ? Faites très attention à ce que la société vous impose comme image. Qu'est-ce que la fidélité ? Tiens, j'ai bien aimé ces 3 questions-là. La fidélité, c'est ne jamais changer de copain. La fidélité, c'est de rester toujours avec le même conjoint. Et la fidélité, c'est ne pas commencer une nouvelle relation tant qu'on n'a pas terminé la relation en cours. C'était les 3 questions. Alors, c'est ne jamais changer de copain. Les garçons, ils n'ont pas répondu. Les filles ont dit oui, un peu. C'est rester toujours avec le même conjoint. Les garçons ont dit oui, totalement. Les filles, c'est un peu compliqué là. Ne pas commencer une relation tant qu'on n'a pas terminé une relation en cours, il semble que ça, c'est la côté qui remporte le grand suffrage. Alors, quelques commentaires sur tout ça. C'est vrai que la dernière, c'est vrai. La fidélité, c'est ne pas commencer une nouvelle relation quand on est une relation en cours, parce que ça veut dire que là, on trompe la personne. Là, on est dans l'infidélité. Simplement, la question qu'il faut se poser, c'est que si je prends juste la dernière affirmation, cette dernière affirmation me dit aussi que je m'autorise à changer toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Je termine proprement mon histoire. Ma chérie, t'es mignonne, je t'aime bien, mais aujourd'hui je t'aime plus. Salut. Et demain, j'attaque avec une autre. Mon chéri, t'es génial comme mec, mais j'ai passé des bons moments. T'es sympa, mais j'ai envie d'arrêter l'histoire, salut, puis maintenant je passe à quelqu'un d'autre. Si on prend que cette définition-là, là on passe dans ce qu'on appelle du butinage propre, mais qui est destructeur totalement, puisque on va s'attacher en permanence à différentes personnes. La fidélité telle que la Bible nous l'enseigne, c'est dans la durée aussi. Donc il y a un choix dans la durée, il y a un choix de construction. Allez, il nous reste 5 minutes. Alors, on apprend à faire l'amour par les films porno, il n'y a pas eu de réponse. Multiples expériences, un petit peu les filles ont répondu. C'est totalement faux, on ne va pas revenir sur... Techniquement, on saura faire, émotionnellement, on ne saura pas faire. Et en même temps, techniquement, on ne saura même pas faire. Tout simplement parce que quand quelqu'un dit « Ah oui, mais vivre ensemble avant, c'est savoir si on est compatible sexuellement. » Alors moi, ça me fait toujours hurler de rire. Parce que, par définition, un pénis a toujours pénétré dans un vagin, hormis maladie ou malformation. D'accord ? Simplement, quand je suis en couple, la manière de faire l'amour avec mon conjoint, ça s'apprend. C'est une histoire qu'on écrit ensemble. Et je dirais, allez, mettons-nous dans la situation d'un couple où les deux sont volages. Et tous les trimestres, ils changent, ou toutes les semaines, ils changent de partenaire. Eh bien, chaque fois, c'est différent.
Parce que chaque fois, le partenaire a un fonctionnement différent. Chaque fois, le partenaire a une manière de faire l'amour différente. Donc chaque fois, c'est une expérience différente et destructrice, puisqu'elle s'arrête, elle est ponctuelle. Donc, de multiples expériences, c'est destructeur et non pas constructif. On apprend l'amour à faire l'amour avec son conjoint, c'est ce qui a remporté les plus grands suffrages, et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est une histoire qu'on écrit, et ça peut prendre du temps. En lisant les livres, ça nous permet de... Alors ça dépend quel livre. Hein. Livre pornographique, non. Livre de la série Harlequin, non. Livre de... Pardon ? Oui, pareil. Il faut plutôt, on parle de livres écrits par des sexologues et écrits par des professionnels qui vont décrire l'environnement, je pense à du Chapman, etc., qui vont décrire l'environnement dans lequel on fait correctement l'amour. Mais le livre va nous permettre d'apprendre certaines choses, mais la plus grande chose qu'on apprend, c'est quand on est avec son conjoint et qu'on construit ensemble. Les sites Internet, je vous rappelle que Internet est la plus grande poubelle du monde. Par définition, dans n'importe... Alors, vous savez aussi, je m'adresse un peu aux plus jeunes, là. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a en vogue ce qu'on appelle la théorie du complot. On nous ment. Les médias nous cachent les choses. Le 11 septembre, ça n'a jamais été vrai. Les attentats qu'il y a eu sur tel truc, c'est pas vrai. La Shoah, c'est une invention. On nous manipule, etc. Et ça, vous en avez de plus en plus et vous avez des spécialistes de ce genre de choses. Donc chaque fois que vous devez, même pour vos études, faire des recherches sur Internet, recoupez en permanence l'information. Recoupez. Ne prenez jamais une source d'information. Assurez-vous que ce soit des sources multiples et variées, que ce soit des sources qui viennent d'origines complètement différentes. Internet est une poubelle énorme. 50% de ce qui est dans Internet est faux. Donc ça, il faut le savoir. Avec mon copain ou ma copine, il est normal de s'embrasser. 100% des filles ont dit « OK ». 60% des garçons ont dit « oui ». Il est normal d'avoir des caresses intimes. 33% des filles ont dit « oui ». Et il est normal de faire l'amour. 8% des filles ont dit oui. On parle de copain-copine. Hein. Si on regarde au niveau fiancé, on est à 100% de chaque côté pour dire pour les garçons OK. On est à un gros tiers, voire une petite moitié pour dire OK pour les caresses intimes. Et à peu près entre 17 et 30% plus pour les garçons, dire on fait l'amour. Donc on est là avec les fiancés. J'aurais tendance à dire qu'en dehors de s'embrasser, et encore, ça dépend dans quelle situation avec copain-copine, si je change toutes les semaines, ça peut poser un certain nombre de problèmes, puisque je suis aussi en train de... Je banalise cet acte de contact intime, et donc je perds le respect de moi-même et le respect de l'autre. Mais le reste, c'est clair qu'avec tout ce qu'on a pu dire, on est à côté. Les caresses intimes, on a eu un grand débat entre mon épouse et moi, entre Dany et moi, pour dire comment on formulait la phrase. On était arrivé dans cette forme-là, parce que moi j'étais un petit peu plus cru dans la manière de le formuler. Donc j'ai mis les nuances de mon épouse. Mais caresses intimes, je vais caresser ton sexe, je vais caresser tes seins, tu vas me faire une fellation ou autre, etc. Non, on est déjà dans une intimité. Et une intimité qui est réservée au sein du couple. Et si je le fais avec mon copain, ma copine, avec qui mon histoire va durer un trimestre, voire un an, je suis rentré dans une relation intime qui fait que quelque part, je me fais mal moi-même, on se fait mal mutuellement, et on rend plus difficile notre vie de couple de demain. Et même si on est fiancé, c'est pareil, parce que on brûle les étapes, comme on l'a dit, et on n'a plus cette construction forte lors du mariage. Et donc, aujourd'hui, c'est de notoriété qu'il faut y aller, il n'y a pas de problème, ça permet de se découvrir, ça permet de grandir, ça permet de connaître son corps ou autre. Non, ça permet surtout
de ne pas savoir ce que c'est que se discipliner, se contraindre, se maîtriser. Et puis, ça permet de perdre de son, je ne vais pas dire de son innocence, mais de sa confiance en soi et de son image sur soi. On fait comme tout le monde, mais on passe à côté. Une caresse intime, peut-on la considérer comme étant un acte sexuel? Quelque part, oui. Ben oui, pour moi, oui. Une caresse intime. Alors, qu'est-ce que c'est que Alors, la caresse intime peut être multiple et variée. Hein. Après, si la caresse intime, c'est... Et je ne pense pas que quand on met caresse intime, on dit simplement je te caresse le visage, je te caresse le dos, les épaules, ou je te serre contre moi. On va plus loin. Bah, moi, je trouve que si, quand même, parce que après, moi, je ne vais pas laisser n'importe qui venir me caresser le visage. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. Sur le dos, voilà. C'est un premier niveau d'intimité, mais quand on parle d'intimité, ma forte intimité, c'est souvent lié à mes organes sexuels. Mais la peau, sachez que, je l'ai rappelé hier, le premier organe sexuel après le cerveau, c'est la peau. C'est la peau. Oui. Ben, en fait, c'était juste pour rebondir par rapport à ça, parce que j'ai pensé à hier quand tu parlais du toucher, et tu parlais du patron. Moi, je travaille dans un service hospitalier, et j'ai mon chef de service qui, quand il vient me dire bonjour, le plus souvent, des fois, c'est il met ses deux mains sur mon épaule. Pareil, comme toi, tu avais dit, ton collègue, il te parlait face à face, limite, il avait son visage dans le tien. Il est rentré dans ton intimité. Tout à fait. Pareil pour mon patron. Et des fois, je me dis, mais l'intimité pour moi, l'intrusion de l'autre dans mon intimité n'est pas l'intrusion pour l'autre dans son intimité. On a une dimension... Tout à fait. On est différent par rapport à ça. Et je veux dire, toucher une épaule pour mon patron, peut-être. Pour lui, c'est rien du tout. Mais pour moi, venant de lui par rapport à la hiérarchie, je trouve ça surprenant. Et je suis, malgré le fait que je recule, et tout le temps, il fait ça. Ouais. Il le fait à tout le monde. Mais malgré le fait que je recule, il ne prend pas conscience qu'il est en train de... Ouais. Parce que pour lui, c'est normal. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut juste qu'on garde ça en tête. Ce qui est normal pour nous n'est pas forcément normal pour l'autre. Ouais. Pour l'autre personne. Et après, toute la difficulté, et en plus, quand on est dans une relation de travail et de hiérarchie, c'est de pouvoir dire, s'il te plaît, non. Ça me met mal. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est parler pour soi. Ça me met mal à l'aise. C'est pas, tu n'as pas le droit de le faire. Là, j'agresse. Et la personne va répondre en agressant. C'est, s'il te plaît, ça me met vraiment... Je sais que tu ne le fais pas exprès, mais moi, je suis mal à l'aise. Est-ce que tu peux éviter ? Et là, bon, la réponse peut être différente. La personne peut dire, attends, tu joues à la Sainte-Nitouche, machin, ou autre. Bon. Mais on a le droit de dire aussi ce qu'il en est et de dire non, je ne veux pas. Enfin, je travaille aussi dans le même milieu qu'elle, et en fait... Ça, c'est un geste que souvent les médecins ils font en fait. Parce que je vois aussi, je suis secrétaire médicale. Donc des fois, je vois les médecins avec leurs patients ou patientes, ils font ça. Donc en fait, dans sa tête... oui, c'est devenu quelque chose de normal. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'on rentre dans cette intimité qui, pour certains, peut être un viol. Je me rappelle d'un épisode, on n'était pas mariés, donc ça remonte dans les années 80 ou autres, et je faisais de l'évangélisation. Alors, vous savez, ici, et c'est même à la limite, des fois, vous êtes une petite église. À la fin du culte, naturellement, les officiants, quand on est invité, on se met à la sortie, les gens nous saluent. Et vous avez donc les hommes qui nous serrent la main, et vous avez une partie de la population féminine qui nous embrasse. Imaginez ça dans une église où il y a 450 membres. Église de Drancy, par exemple, grosse église, église d'Aubervilliers, église haïtienne d'Aubervilliers, etc. Bon.
il est clair que je reviens... Donc, ça devient une habitude culturelle dans nos milieux. En 1980, je fais de l'évangélisation avec un groupe protestant évangélique à Biarritz. Et lors du porte-à-porte et de l'évangélisation, on se retrouve à rencontrer, on était 2 ou 3 jeunes, donc j'avais 22, 23 ans, 2 ou 3 jeunes, rencontrer une dame avec laquelle on avait passé un moment fort au niveau du partage biblique, on avait lu la Bible, on avait prié, etc. Ça avait été quelque chose, la personne était contente. Et en partant, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a une personne avec qui on a parlé de Jésus, de Dieu ou autre, on la salue en lui faisant la bise. Elle a fait un bond en arrière, cette dame, parce qu'on violait son intimité. Elle nous connaissait de 10 minutes, mais nous, dans notre logiciel inconscient d'adventiste basique, où dès qu'on parle de Dieu dans l'église, on se fait la bise, non ? Et je crois qu'on doit réapprendre. Nous, on est invités, on n'est pas connus, on nous connaît de nom ou autre, on nous salue, on se serre la main. Que les femmes nous serrent la main, il n'y a pas de problème. Que systématiquement, parce qu'on est de l'église, on nous fait la bise. On l'accepte, mais je sais que personnellement, déontologiquement, ça me pose problème. Pour un ensemble de personnes que je ne connais absolument pas. Non, ça m'échappe, là, tu me dis, honnêtement, c'est au contraire, il faut montrer qu'ici, c'est un ambiance chaleureux. Oui. Si on commence à prendre cette distance entre frères et sœurs de l'église, pourquoi quand on fait des câlins gratuits, quand on fait de la mission Caleb, il y a des gens qui... Oui, je sais. Qu'il y a des gens qui nous reçoivent des câlins, fait des années, exactement à cause de cette froideur. Ça me choque quand vous dites ça. Je contraire. Ici, il faut qu'on... Mais c'est donc, quelque part, c'est très culturel. Et je dirais que selon sa sensibilité, selon comment on est, il y a une chose aussi basique, auquel on ne pense pas. Je suis à la sortie, tu passes, tu me fais la bise. Tu as fait donc la bise à une personne. Moi, je suis là et j'ai la bise de 200 femmes. En termes de transmission microbienne, tout bête. Tout bête. Quand on est en période, je vais être... Vous savez, c'est basique. Après nous être serré la main, avant de manger, moi j'ai mon petit truc, on se nettoie les mains. Parce que la main est le premier vecteur de transmission de microbes. C'est ça que j'allais dire, mais je m'y gardais. Et les infections nosocomiales. Mais d'un autre côté... Tout ça simplement pour dire que culturellement, selon comment, avec une inconnue ou autre, d'accord, il y a l'ambiance chaleureuse, on est dans la maison de Christ, etc. Mais nous avons besoin de tenir compte de certaines cultures. Et si je reprends l'exemple, église haïtienne de Paris à Aubervilliers, pas une seule femme ne m'a fait la bise. Pas une. Parce que culturellement, on ne le fait pas. Dans les milieux antillais, 80% des femmes le font. Parce que culturellement, ça se fait. Et je pense que dans les pays type Brésil, pays d'Amérique du Sud, dans certains environs, c'est beaucoup plus naturel. Alors que si on va dans certains pays du nord d'Europe, vous avez même, à certains moments, entre hommes et femmes, dans un milieu public, on se serre la main, on ne s'embrasse pas. La culture est extrêmement forte et on doit en tenir compte. Et c'est pour ça que quand on parle, et on va terminer là-dessus, d'intimité, caresse intime, jusqu'où va-t-on ? Et on a besoin de protéger son intimité parce que c'est moi-même, c'est mon identité, sans pour autant dire je suis un glaçon. Allez, dernière chose, on avance et puis après on se met en groupe. Il y avait des sujets sur lesquels il y avait des cases à cocher, quels sont les thèmes qu'on veut aborder. Et ça, on va les aborder un peu en groupe. Peut-on changer souvent de copain-copine ? Bon, ça, on en a parlé un peu tout à l'heure. Oh ouais, j'ai entendu. Oui, le problème, c'est jusqu'où je vais dans ma relation copain-copine. Faut-il être marié pour vivre ensemble ? On a répondu à la question, oui. Faut-il être marié pour avoir des relations sexuelles ? On a répondu à la question, oui. Le sida, les IST, MST. Alors je vous rappelle qu'MST, ça n'existe plus. Ce ne sont plus que des IST aujourd'hui. MST, c'est une maladie sexuellement transmissible qui est avérée. On parle aujourd'hui que d'IST parce qu'il y a de plus en plus de porteurs sains.
C'est-à-dire qu'on porte l'infection, mais on ne développe pas la maladie. Et pourtant, on me la transmettra, cette infection. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'OMS, le terme MST a été supprimé. On ne parle plus que d'IST. Et je me suis posé la question, j'ai fait la recherche et j'ai trouvé l'explication. Parce qu'être porteur sain, c'est extrêmement dangereux. Je ne suis pas conscient que je suis malade, que j'ai une maladie sexuellement transmissible, et lors d'une rencontre sexuelle, eh bien, je la transmets. Et moi, je ne serai jamais malade, mais la personne en face le sera. Donc, on parlera des sida. Comment réussir son mariage? On en a parlé un peu, et on voit que les filles sont très, très intéressées par la chose, donc je pense qu'on échangera un peu dessus. La fidélité, on en a parlé. Masturbation, long débat hier. Homosexualité. Homosexualité, on n'a pas abordé. C'est un sujet compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je laisserai plus dans les groupes en parler. Mais la grosse difficulté sur l'homosexualité, c'est que le débat est pollué par les lobbies, par les lobbies homosexuels, qui font pression pour qu'il y ait le mariage pour tous, qui ont fait pression pour le mariage pour tous, qui font pression dès qu'on a une attitude de désaccord ou une attitude particulière sur l'homosexualité. L'homosexualité, c'est quelque chose de très compliqué. Le sujet est très complexe, mais sur la place publique, il est pollué par ces lobbies. Je vous laisserai en parler, si vous le souhaitez, dans les groupes. Les abus. Et là, j'ai été très surpris de voir qu'une fille sur deux a souhaité qu'on parle des abus. Un abus, à partir du moment où quelqu'un me touche les fesses, me caresse au-delà d'une certaine intimité, touche même sans aller à la pénétration ou aller à des caresses fortes, mon sexe, mes seins ou autres, je suis dans les abus. Je parle en abus physique. Je ne parle même pas d'abus psychologique, où je fais sentir à l'autre qu'il est ma chose, qu'il a obligation de faire ça, sinon je le vire de son travail, etc. Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a de plus en plus d'enfants qui sont victimes d'abus. Et des petits-enfants victimes d'abus. Il suffit simplement à l'école, et ce n'est pas simplement les hommes qui... souvent, malheureusement, c'est les hommes, mais il n'y a pas que les hommes qui ont des attitudes d'abus vis-à-vis des enfants. Il suffit qu'à l'école, je dois m'occuper d'un petit, pour l'aider à uriner, pour l'essuyer quand il a fait le gros besoin, comme on dit, etc. Selon comment je me comporte, je peux rentrer dans l'abus et dans la violation du corps. Donc soyons très, très attentifs à ce genre de choses. Et surtout, dès qu'il y a quoi que ce soit qui ne nous paraît pas normal, il faut absolument en parler à ses parents et dire ce qui s'est passé. Mais c'est compliqué, la manière que tu montres le truc, parce que je sais que j'aime bien les enfants, je rigole avec eux. Des fois, sans rien penser à ça, on joue, je te donne la fessée, et puis voilà. Est-ce que là, j'ai commis un abus? Le problème, c'est comment l'enfant va le recevoir. Et ça, tu ne le sais pas. Aujourd'hui, étant très, très, sensibilisé à ce genre de choses, comme je vous dis, avec nos petits-enfants, qui sont 2 garçons, il m'est arrivé de les doucher. Dès l'âge de... la première fois, il avait quel âge de doucher? Il avait 1 an et demi, 2 ans. C'est lui qui a nettoyé son sexe, c'est pas moi. Ses parties intimes, je ne les touche pas. C'est lui qui est grand, il est suffisamment grand, sa maman lui a expliqué, etc. Et c'est lui, et puis plus il grandit, plus c'est lui. Et des fois, il y a des attitudes qui paraissaient normales il y a des années, qui aujourd'hui, surtout quand on est avec l'enfant d'un tiers, selon comment il peut dire, les parents peuvent en plus réagir et on peut se mettre en situation dangereuse soi-même. Soyons, en tant qu'adultes, très, très... Alors, on va trop loin dans notre société, mais nous devons être très attentifs. Je dis il faut faire attention parce que j'ai une amie qui est peut-être mariée depuis 30 ans et là son mari a fait 2 ans de prison
simplement parce que bon, il dit que bon, il a de l'affection pour les enfants à tel point que les petites filles, il les adore, et c'est ses petites princesses, ses petites chéries, et il a soulevé la jupe, donné une petite fessée comme ça sur les fesses. Les parents ont porté plainte, la fille s'est plainte, elle a raconté à ses parents. Les parents ont porté plainte. Bon, c'était une récidive, quoi. Il y avait déjà eu une histoire où il avait déjà fait quelque chose. Mais bon, la limite est entre donner juste une petite fessée comme ça ou ça se fait pas, quoi. Parce que l'enfant peut mal réagir, les parents peuvent très très mal réagir, la personne peut se retrouver inculpée. Et donc, bon, je sais que lui, il a un problème, ce monsieur. Sa femme n'était pas au courant. Elle s'en est aperçue quand son mari avait 60 ans. Donc, ce monsieur a un problème. À la limite, il n'est jamais passé à l'acte, mais il a une trop grande attirance pour les enfants, et les petites filles en particulier. Et donc, le fait d'avoir fait de la prison, ça l'a fait réfléchir. Il a entamé une thérapie, etc. Mais est-ce que ça, c'est pas la loi française qui allait un petit peu trop loin dans le truc? Parce que je prends mon cas, dès qu'il y a un enfant qui arrive, je suis là, je joue avec l'enfant vient sur moi. Oui. Mais ça, après, je ne vais pas dans n'importe quoi, je ne vais pas jusqu'à soulever la jupe, mais une autre personne va me voir rigoler comme ça avec des enfants, à prendre dans mes bras, s'asseoir sur moi, des fois, voilà. Est-ce que une autre personne va prendre ça pour de l'abus et puis j'aurai des problèmes après, alors que pourtant, dans ma tête, je suis clair et net. Toute la problématique, c'est, on est dans le cadre de la loi française et on n'y peut rien, c'est comme ça. On est dans le cas où il y a eu, ça va, comment dire, dans les milieux religieux, dans les milieux d'animation ou autres, on a des situations où il y a eu des condamnations. Jouer avec des enfants, il n'y a pas de problème, mais dès que vous êtes avec des mineurs, on parle bien de mineurs, à quel âge s'arrête la mineure ? 18 ans. Quand on est juste qu'avec des enfants de 18 ans, et en particulier avec des petits, oui, mais à 18 ans, c'est toujours un mineur. Ah ben oui, et devant la loi, je me place devant la loi, hein, c'est un mineur, il y a un certain nombre de choses qui me sont totalement interdites. Et c'est clair que, encore plus avec des petits-enfants, une petite tape sur les fesses parce que t'es mignonne ou autre, comme on le faisait à une petite fille qui a 5 ans, « Oh, t'es mignonne, toi !» Aujourd'hui, ça ne se fait plus. On sait que c'est passible de condamnation. Et comme c'est rentré dans les mœurs aussi, l'enfant peut aussi quelque part mal réagir et se plaindre. Donc, pensons avant tout à comment l'enfant réagit dans son intimité. Comment l'enfant réagit sur... On sait que les humoristes à l'époque de Coluche, s'ils revenaient aujourd'hui, ne pourraient plus dire ce qu'ils disaient à leur époque. Donc nous sommes dans cette époque-là, mais pensons non seulement à l'époque dans laquelle nous vivons, mais aussi à l'intimité. Et soyons, quand on est avec des enfants, et quand on est... Et je vous dis, les enfants, ça va jusqu'à 18 ans, mineurs devant la loi. Ça, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, pour des petits, il y a de plus... On dit aujourd'hui, Dany, tu me corriges, mais que chez les enfants de moins de 6 ou 8 ans, je crois que c'est 50%, statistiquement parlant, des enfants qui ont eu un abus sexuel ou des attouchements. 50% des gamins de moins de 6 ans. C'est énorme. C'est la stat. Je n'irai pas vérifier au niveau de stat, mais ça veut dire qu'avant, on n'en parlait pas. Oui, mais avant, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle. Et il faut savoir que psychologiquement, sur la personne, c'est perturbant à vie. On connaît un petit garçon qui a eu une histoire comme ça, un peu compliquée, on ne sait pas la réalité. Ça s'est passé, il avait 2 ans et demi, 3 ans. Aujourd'hui, il en a 5. Il en parle toujours. Hein. Et il a eu 3 psychologues. Parce que, et apparemment, il n'y a pas eu de pénétration, il n'y a pas eu de manipulation de son pénis, etc. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le gamin, il s'en est bien sorti. Il y a eu plein de portées, il y a eu différentes choses, enquête, mais bon, ça n'a pas avéré jusqu'au bout. Mais l'enfant en a des traces. Et on sait qu'à vie, il aura des traces. Alors, on va aller... D'abord, il y avait... Oui, je vois le micro, il va tourner là.
Parce que, au fait, moi, je comprends ce que Jean-Éric veut dire. Parce que de nos jours, on impose tellement de. Un enfant, pour moi, un enfant, c'est une personne qu'on doit protéger. C'est une petite être qu'on doit donner l'exemple. Mais est-ce qu'on ne va pas loin? Parce que maintenant, même quand on touche un enfant, la première chose, mais ça va vraiment avoir du mal, ça lui faire mal, sans penser mal, sans même avoir cette notion. Est-ce qu'on n'a pas donné aux enfants, il faut les protéger parce que ils n'ont pas de quoi, ils ne peuvent pas se défendre. Mais est-ce qu'on ne va pas trop loin à faire attention? On n'aura plus envie d'aller faire un câlin à un enfant qui est tombé. Et moi, je suis passée dans un parc, les enfants étaient en train de jouer avec un caddie. Il y en avait un qui était dans le caddie. Les deux autres l'ont poussé, il est tombé dans les pommes. Déjà, de un, il ne fallait pas que je le relève, il fallait que je le laisse allonger. Ça, c'est normal parce que on ne sait pas ce que l'enfant s'est fait. Ça, c'est médical, ça, c'est normal. Mais est-ce que l'enfant qui s'est réveillé, déjà, il était tombé dans les pommes, mais j'ai dû mettre 4 secondes quand il s'est réveillé pour aller vers lui. Il était en train de tituber au lieu que j'aille. J'étais en train de me demander si je vais aller en prison, si je vais vers un enfant qui est tombé, on a attendu comment il a tapé la tête. Au lieu d'aller vers lui et le prendre, il allait peut-être retomber. Moi, j'étais en train de me demander si je ne vais pas aller en prison parce que j'ai touché à un enfant. C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. Voilà. Parce que là, moi, je trouve que c'est quand même, à force de dire il faut faire attention, c'est empêcher plus tard, même quand ton enfant a envie en train de pleurer, ne pas aller lui faire un câlin. Parce que s'il est en train de pleurer et que lui n'aime pas avoir un câlin, et que toi, c'est un enfant parmi 10 qui n'aimait pas le câlin, qui va aller porter plainte. C'est ça la dérive, parce que ça va trop loin dans le sens où on ne sait même plus, on peut dire mais bonjour, t'as de jolis cheveux. Si l'enfant, alors, toute la difficulté, c'est qui je suis par rapport à cet enfant. Voilà, je suis l'assistante maternelle qui m'occupe du groupe. Je suis l'animateur qui m'occupe du groupe. C'est totalement différent que si je suis un inconnu qui passe. Mais oui, c'est là. Alors, on ne va pas ergoter discuter toute la matinée sur l'état de la juridique. Le fait est, moi je veux simplement attirer l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, statistiquement, 50% des enfants de moins de 8 ans ont eu un abus. Et je parle que physique, parce qu'il peut y avoir les abus psychologiques, les violences psychologiques. Vous savez, moi je passe l'équivalent d'une journée par semaine dans le train. Quand je suis arrivé pour ici, il y avait une famille qui est rentrée dans le Nord avec les enfants. À un moment donné, on a envie de filer une tarte aux parents en disant « Mais tu le laisses tranquille, ton gamin ». Pendant 2 heures, le père n'a pas arrêté de gueuler sur son fils. Mais le fils, il en avait ras-le-bol, il avait 2 ans dans le train. Et il n'avait rien pour s'amuser. C'est de l'abus psychologique. Et le gamin, il en souffre. Et donc, soyons, en tant que parents, c'est pas neutre que 50% des filles, ça ne veut pas dire qu'elles ont été abusées, mais elles y sont sensibles, que 50% des questionnaires ont coché la case. Oui, Gabi. C'est plus trop dans le sujet, mais c'était pour rebondir par rapport à la fessée de la petite fille et toutes ces histoires. Attends, excuse-moi, j'entends pas ce que tu dis. Oui. Donc c'est pas dans le sujet, mais c'était pour revenir justement des enfants qu'on frappe et tout par rapport à la loi. Maintenant, je pense qu'il y a eu tellement d'abus que les enfants, certes, ils sont fragiles et ils sont livrés à eux-mêmes souvent. Et la loi fait que maintenant, l'enfant peut porter même plainte contre ses parents si jamais on lève la main sur eux. Et c'est vrai que bon, c'est délicat pour la correction qu'on veut donner à l'enfant. C'est la loi qui dit ça aujourd'hui. Mais il faut vraiment faire attention à tout ça aujourd'hui, parce que c'est dû aux abus, je pense, qu'on en est arrivé là. Et je pense que c'est pas anodin. Il faut aussi les protéger. Et par rapport... On ne rentrera pas dans le discours sur la fessée. Ouais. Bon, juste à côté, on passe là, puis ensuite on va se retrouver en groupe. Je pense que ce qui était dit là, ce n'était pas du tout à cause des fessées, de trucs comme des enfants.
Parce que là, c'était les jeunes qui ont répondu. Donc, du coup, c'est les abus plutôt dans la sexuelle. Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai plus peur d'être agressée sexuellement ici qu'au Brésil. Hein. À cause de toute cette règle que personne ne peut toucher personne, que tout le monde est froid, que personne ne voit un morceau des jambes, c'est déjà... Donc, c'est pour ça, il y a plein de filles qui aujourd'hui n'osent pas au collège, je sais parce que j'ai déjà vu, qui n'osent pas aller en jupe dans le collège parce qu'elles ont peur d'être abusées. C'est une réalité, mais pourquoi c'est une réalité? Alors, ça... C'est une réalité simplement parce que malheureusement, dans un certain nombre de familles et dans un certain nombre d'éléments culturels, de contextes culturels, il n'y a pas de transmission du respect de l'autre aux garçons et il y a un développement de la pornographie qui fait que la fille qui monte ses cuisses, c'est de la chair à consommer. Voilà. Et donc, on arrive dans cette dérive-là, et c'est pour ça que malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve dans certaines cités parisiennes ou autres, à voir des filles, si elles n'ont pas, volontairement, elles se mettent le voile, ou elles sont toujours en survêtement avec éventuellement une jupe dessus ou autre, parce que si elles s'habillent à l'occidental, elles sont traitées de putes et non, mais brutalement. C'est pas dans les cités qu'on a déjà vu cet exemple. En fait, c'est plutôt plus général, exactement à cause de ce que je viens de dire, du manque de respect un de l'autre. Mais ce n'est pas de manque de respect de toucher. En fait, il y a de deux sens. Les filles, il faut qu'elles apprennent plus à se valoriser, ça c'est clair. Se valoriser, il met un respect vis-à-vis des garçons. Et les garçons, d'autre côté, il faut la respecter comme une fille, comme une personne à part entière. C'est ça qu'il faut mettre plus dans la vie de chacun, dans les écoles, peut-être dans la famille. Mais tout ça pour dire que la question, ce n'était pas vis-à-vis des tapettes ou des choses comme ça. C'est plutôt pour d'être vraiment dans les métros. Qui n'est pas pour d'aller au métro à Paris, hein? À passer un certain temps dans les couloirs, là. Tout le monde panique de rentrer dans le métro. Pourquoi? Parce qu'on a tous peur d'être agressés. Ok. Alors, je vois qu'il y avait les dames, et puis ensuite, on va se retrouver en groupe. Il y a juste un dernier point, puis on se retrouve en groupe. Et il ne faut pas toucher les enfants. Comment dit ça? Vous avez dit qu'il y a une façon un petit peu plus fort de toucher les enfants, de faire des câlins. Mais des conversations, parce que moi, j'ai 3 petits-enfants, et des fois, je suis tout seul à la maison avec eux. Et quand j'écoute les conversations des enfants, il y a des fois, moi, je joue le jeu aussi avec eux, je parle avec eux, ils parlent comme des grands. Et après ça, j'ai fait la morale. Est-ce que c'est bien de rentrer dans les conversations des enfants? Les enfants sont des éponges. Un enfant, c'est une éponge. Il comprend tout. Vous savez qu'un enfant absorbe tout à partir de l'âge d'1 an et demi, voire 1 an. Il comprend tout. Il n'y a pas besoin d'attendre. Et le gros problème, c'est les parents. En disant, de toute façon, le gamin, là, il comprend. Il a tout compris, le gamin. Et on a des fois, nous, en tant que parents, des comportements, des attitudes, des propos par rapport à des enfants, en disant, oui, de toute façon, il n'a rien... Non, l'enfant a tout capté. Et avec ce qu'il entend autour de lui, c'est devenu dans le langage courant, sans savoir quelle est la portée du mot qu'il y a derrière. Et là, quand notre enfant utilise ce mot-là, je pense qu'il est important, avec les mots adaptés à son âge, de lui expliquer ce que ça veut dire. Je pense qu'il faut répondre à ces questions avec des mots adaptés à son âge et le mettre en garde aussi, parce qu'il y a tellement d'affaires, des choses qui se passent, mais sans l'effrayer, sans qu'il en devienne angoissé et obsédé par le pédophile qui va se cacher au coin de la rue. Mais en fait, oui, c'est difficile, mais il faut quand même le mettre en garde sur ce que les adultes peuvent lui faire. Qu'ils doivent respecter son corps, qu'ils n'ont pas le droit de toucher telle ou telle partie.
Mais sinon, je pense qu'un enfant est curieux, il pose plein de questions, il faut lui répondre. Ok, dernier point avant qu'on se sépare. Je disais que c'était à 10h, c'est 10h30, il faut qu'on y aille là, en groupe. Oui, 11h30 déjà. Excusez-moi. Donc le divorce, il y avait une question, une petite phrase, autre. Et le divorce, qu'en est-il? On n'en a pas parlé. Alors le divorce, il y a deux formes de divorce. Il y a le divorce avec une action juridique et il y a le divorce sans action juridique. On vit en couple, on n'est pas marié, on se sépare. C'est exactement la même chose qu'on est marié, on se sépare, sauf que dans un cas, il y a une action juridique et dans l'autre, il n'y en a pas. Et qui dit action juridique dit des frais, dit le juge, etc. Ce qui est important dans le divorce, c'est savoir que dès qu'il y a séparation, il y a rupture, il y a déchirure, il y a souffrance. Et la souffrance, c'est quelque chose qui laisse des traces. Et malheureusement, nous, on constate souvent qu'on nous interpelle, on vient nous voir quand c'est trop tard. C'est-à-dire quand des couples ont 10 ans de vie, 15 ans de vie commune, et ça fait 7 ans qu'ils se déchirent, 7 ans qu'ils ont des problèmes. Et on vient voir le conseiller, on l'appelle quand on ne sait plus quoi faire, juste pour éviter qu'on ne se sépare. Ben, c'est trop tard. C'est pour ça que le divorce, entre guillemets, ça s'anticipe. Non pas pour le réaliser, mais pour éviter qu'il ne se passe. Quand il y a des rencontres pour couple, quand il y a des week-ends comme on vient de le vivre actuellement, quand il y a des retraites spirituelles pour couple ou autres, le but c'est d'y participer. Le but c'est de réfléchir sur son couple, réfléchir sur comment on vit dans notre couple, pour qu'au quotidien on traite les problèmes et qu'on n'arrive pas à cette situation où on est obligé de se séparer parce qu'on ne se supporte plus. Donc le divorce, c'est l'extrême. Alors aujourd'hui, c'est un couple sur deux. Et si on y mettait tous ceux qui étaient en couple sans être mariés ou qui avaient une vie de quelques mois ou une petite année et se séparent, aujourd'hui, c'est peut-être 2 couples sur 3 qui se séparent. Donc c'est dramatique. Ça veut donc dire que vivre en couple, c'est très très compliqué. C'est génial d'être amoureux, mais vivre en couple, c'est très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, dans les contextes qu'on a dit, mais compliqué. Alors on va s'arrêter là, parce qu'il est déjà tard. On va se mettre en 2 groupes. Alors je crois qu'il y a 2 salles. Alors il peut y avoir un groupe ici, puis un groupe dans une salle. Les garçons, combien il y en a? Vous levez-les, parce que je ne vous reconnais pas les mecs là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Allez, on est 8, 9. Et en filles, alors là, il y en a un pléthore. 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 5, 13, 14. Bon, nous les garçons, on va aller dans une salle. Puis les filles, vous restez ici. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de parler à bâton rompu, entre filles, entre garçons, de sujets dont vous avez envie de parler. Voilà. On se donne, allez, je ne vais pas dire jusqu'à mort s'en suive, mais une grosse demi-heure. Bien, pour conclure, parce que l'heure avance, il est 1h, 13h déjà. On a un peu faim. On caille. On a froid. On a envie de profiter du soleil dehors. Je vous propose simplement, déjà, on tient à vous remercier pour... s'il vous plaît, on va demander juste un tout petit peu d'attention. Donc merci pour votre accueil, merci pour ces moments partagés ensemble, merci pour tout ce qu'on a pu se dire. J'espère que ça a répondu à un certain nombre de vos attentes, questions et autres. Et puis voilà, on ne va rien rajouter d'autre. Je voudrais simplement vous inviter, pour terminer ce moment de week-end, on va se lever puis on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces moments que nous avons passés ensemble depuis vendredi soir. Seigneur, merci pour ces échanges, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as montré que tu nous aimes, que tu veux notre bonheur, notre épanouissement, tu veux nous apprendre à aimer. Seigneur notre Dieu, je voudrais te prier particulièrement pour tous les hommes, tous les garçons, tous les hommes mariés, seuls, tous les jeunes qui sont ici dans cette église.
afin de les accompagner au quotidien dans leur vie de couple, dans leur vie de célibataire, dans leur vie de futur mari peut-être. Seigneur, je te prie pour toutes les jeunes filles, toutes les femmes aussi, et les enfants. Garde-les, Seigneur, particulièrement. Accompagne-les jour après jour et aide-les à répandre la joie autour d'elles. Aide-les, Seigneur, à vivre selon leurs convictions, leur engagement. Je te prie aussi, Seigneur, pour Michael et Dominique dans leur ministère pastoral, pour les différentes églises dont ils ont la responsabilité. Sois avec eux, sois avec toutes les familles, sois avec toutes les églises. C'est par le nom de Jésus, notre Sauveur, que je te prie. Amen. Amen. Merci beaucoup, Luc et Dany, d'être parmi nous, d'avoir été parmi nous durant ce week-end. Nous vous remercions pour votre présence. Et donc, nous vous souhaitons une bonne rentrée et à un de ces quatre.